Bonjour Joseph, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on est dans un studio pour parler investissement responsable. On va parler d'assurance vie, enfin, on va parler d'énormément de choses. Mais Joseph, avant ça, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Joseph Chouafati, donc je suis le cofondateur et le CEO de Goodvest. Goodvest, on en reparlera, mais c'est une plateforme d'investissement qui permet aux particuliers d'investir leur épargne tout en ayant un impact positif sur le climat. Et donc, je suis parisien, franco-libanais. J'ai fait un bac S. Après, je suis parti en Suisse à l'école hôtelière de Lausanne. Puis j'ai fait le master XHEC entrepreneur. Et à la fin de ce master-là, j'ai créé Goodvest, donc directement en sortie d'études en fait. On va revenir justement sur ton parcours, mais déjà, je voulais te remercier parce que on a été hyper vite pour programmer ce podcast. Tu revenais de vacances la semaine dernière quand on s'est contacté et tu as tout de suite accepté mon invitation. Moi, je connaissais Goodvest depuis quelques temps. Je travaille dans le secteur du VC et j'ai investi notamment dans les fintech, dans les insurtech. Et donc, le nom Goodvest, je connaissais un petit peu déjà. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que tu t'as parlé de Lausanne, de l'école hôtelière. Si tu peux en revenir un petit peu sur ton parcours, je sais que tu l'as déjà pas mal évoqué dans pas mal de podcasts, dans pas mal de médias, mais c'est toujours assez important de savoir d'où tu viens. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'es venue cette idée, parce que tu parles d'école hôtelière. Bien sûr qu'en école hôtelière, moi, j'avais des amis qui ont fait cette école-là, notamment à Lausanne. Je sais qu'ils font un peu de business aussi, un peu de finance. Donc, c'est pas totalement dénué pour ceux qui se diraient pourquoi Lausanne et ensuite pourquoi Goodvest. Mais est-ce que tu peux vraiment revenir sur, je dirais, ce chemin-là et montrer un peu la trajectoire de ton parcours? Ouais, bien sûr. Effectivement, Lausanne, c'est une business school. D'ailleurs, ils ont même renommé Ok. l'école IHL Hospitality Business School. Donc, il y a le début de la formation qui est orienté vers les métiers de l'accueil. Et en fait, tout le reste de la formation, c'est une business school, mais appliquée à l'hôtellerie. Donc, comment faire de la finance, comment est-ce que tu finances un hôtel, comment est-ce que tu fais de l'asset management en hôtellerie, etc. Du marketing, des RH. Moi, en fait, quand j'ai fait Lausanne, je me suis un peu pris de passion pour l'événementiel. Ok. Et tu vas me dire, voilà, qu'est-ce qui m'emmène là, c'est encore autre chose. Et en fait, j'ai organisé pas mal d'événements à Paris. J'ai organisé une trentaine d'événements pour entre 200 et 2000 participants. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me passionnait, c'était pas l'événementiel, mais c'était l'entrepreneuriat. C'est le D'accord. fait de créer quelque chose de A à Z, d'avoir ses propres responsabilités, de prendre ses propres risques, etc. Et C'était quel type d'événement du coup que tu c'était des organisais? événements festifs. Ok, d'accord. Je mettais des BDE, donc des associations Ouais. d'écoles ensemble. Je privatisais un lieu. C'était des BDE qui n'avaient pas forcément les moyens de privatiser un lieu tout seul, donc je les mettais à 10, 15, 20. Je les engageais sur un nombre de places à vendre. Je faisais le marketing Des sous-sols? et l'événement. J'ai fait ça à la fois tout seul et à la fois associé, ça dépend des Ok. événements. J'ai bien aimé cette expérience-là, mais je me suis dit, bon, premièrement, l'événementiel, c'est beaucoup, beaucoup d'opérationnel. J'aime bien, mais peut-être pas, j'ai pas envie de faire que ça. Deuxièmement, le secteur de la nuit, parce que c'était le secteur de la nuit à l'époque, très fatigant, très éprouvant, pas forcément le secteur où tout le monde est le plus honnête possible. Surtout que j'étais assez jeune, j'ai commencé à 18 ans et donc j'étais un peu entouré des requins de la nuit et qui pouvaient peut-être profiter de ma jeunesse pour être pas tout à fait honnête sur tous les points. T'as pas eu trop de problèmes? J'ai pas eu de problème, non, j'ai pas eu de problème, mais j'aurais pu négocier peut-être mieux des deals là. Ok. Mais ça va, au moins ça m'a appris pas mal de choses en fait, ça m'a appris pas mal de trucs, que ce soit du marketing pour remplir un événement, que ce soit pour l'organisation, etc. Gérer un budget. Et je me suis dit aussi, la troisième raison, c'est qu'il y avait un acteur qui était en train de prendre un petit monopole sur le milieu de l'événementiel à Paris, qui est devenu maintenant Paris Society, Pareil, c'est Groupe Society. Noctis à l'époque. Et donc je me suis dit, bon, en fait, moi j'ai envie de créer quelque chose de gros. Il y a déjà un acteur qui est en train de prendre le monopole à Paris. J'arrive avec un peu de retard, donc je vais peut-être faire autre chose. Et donc je me suis dit, bon, en tout cas, je veux créer ma boîte. Je sors de Lausanne, j'ai 22 ans. Je me sens pas encore tout de suite prêt. Donc, je vais faire le master XHEC Entrepreneur, qui m'a donné pas mal d'autres clés. Et j'ai travaillé sur différents projets, toujours en lien avec l'impact. C'était la période un peu Covid, où il y avait un peu une prise de recul et on parlait beaucoup d'épargne pendant cette période-là, parce que les Français étaient coincés chez eux, ils étaient confinés, ils pouvaient pas dépenser leur argent, et donc l'épargne s'accumulait. Et j'ai fait ce lien entre la transition écologique et l'investissement. Et donc, je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour un particulier de choisir, de savoir où investir, sans tomber dans le greenwashing, sans être un expert, sans avoir accès à des bases de données qui sont assez complexes sur le sujet. Et donc, il fallait créer un acteur de confiance spécialisé sur le sujet pour accompagner tous les particuliers qui souhaitaient investir, que ce soit quelques centaines d'euros ou Ouais. plusieurs millions d'euros, quoi. Et ça, tu le fais en 2021.
tu te poses cette idée-là donc au master. La première des choses, j'ai reçu, Guillaume Jouffre, sur le podcast de Gringo, et je lui ai demandé un petit peu comment il avait créé sa boîte au tout début et il m'a dit: «Avant de savoir avec qui s'associer, il faut penser à l'idée de la boîte et ce qu'on va en faire». Toi justement, quel a été le processus, je dirais, mental? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un avec qui ça fitait et tu t'es dit: «Bon, on va réfléchir à 2 comment on construit quelque chose», ou justement tu avais l'idée et tu as essayé de trouver le fondateur après? Enfin, comment ça s'est passé réellement sur le terrain et concrètement? Alors un peu les 2 parce OK, que d'abord j'étais au dans le master, j'ai travaillé sur différents projets dont, le dernier projet sur lequel j'ai bossé, c'était avec, une amie qui s'appelle Yasmina, on était sur un projet qui était de la location de vêtements entre particuliers. C'est différent, mais bon, ouais, Covid, période pas tellement compatible avec ce projet et puis les Français étaient pas tellement prêts pour ce type de business qui marche bien aux États-Unis. Et on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que ça pourrait pas marcher. Je lui ai dit: «Écoute, j'ai cette idée, ce projet, est-ce que ça te tente, qu'on» c'est même pas un pivot là, c'est un changement complètement de ouais, projet, bien sûr, rien à voir. pour qu'on bosse là-dessus. Et elle m'a dit: «Oui, vas-y, let's go». On a commencé à bosser plusieurs mois dessus. Puis elle m'a dit: «Écoute, finalement, je crois vraiment énormément en l'idée, mais ça me passionne pas, la fintech et je préfère partir en VC». OK, Donc elle est partie en VC et après elle a rejoint l'entreprise familiale, au Maroc. et toi ça te plaisait ou pas la fintech? Et moi, ça me plaisait. C'était un peu mon projet à la base. Et donc, je me suis dit: «Bon, moi, même si, mon associé m'abandonne, Ouais, je crois au projet et je vais trouver quelqu'un d'autre». De toute façon, il fallait qu'on recrute, un autre profil qui serait, CTO. Parce que ni elle ni moi ne savions coder et c'était essentiel quand tu crées une fintech. Et donc, je me suis mis à la recherche, d'un nouvel associé. J'en ai rencontré plusieurs, dont, mon associé actuel Antoine, que en fait je connaissais déjà, parce que c'est un ami d'amis que je connaissais depuis 4-5 ans, qui s'est intéressé au projet dès le début et qui m'a dit: «Écoute, si jamais tu cherches quelqu'un, sache que ton projet m'intéresse, je suis, consultant cybersécurité chez KPMG et ça me plaît pas, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat». Et donc j'en ai vu plusieurs et je me suis dit que c'était le meilleur fit. OK. Donc on Tu s'est le sais au tapé dans bout de la main. combien de temps ça? Parce que moi j'ai jamais été entrepreneur réellement. Quand tu travailles sur un projet, donc là tu es encore en cours, Ouais, globalement, enfin je veux dire une entreprise, on en parle souvent, mais la plupart du temps, les causes d'échec, bon on a mal sizé le marché, mais il y a surtout, un problème dans le fit qu'on a ouais. à avoir et qui crée à un moment donné un décalage de vision, un alignement. Toi, comment dès le début, est-ce que tu étais conscient, un peu de cet enjeu-là et que tu savais que Ouais. si tu t'engageais, tu allais devoir faire un bout de chemin avec cette personne? Surtout qu'en plus, c'était le profil, je dirais, tech et que par conséquent, tu en avais vraiment besoin. Comment ça se passe, au day to day, quand tu te dis: «Bon, j'ai l'idée», même si tu es encore étudiant, tu as quand même un petit risque dans l'entrepreneuriat, tu dois quand même être à peu près sûr. Ça s'est vraiment passé comment opérationnellement? C'était juste après la fin du master, donc c'est pendant l'été. Donc j'ai vu plusieurs associés potentiels, avec des profils très différents. Un que j'ai rencontré avec un système de matching d'entrepreneurs, OK. heu, avec lequel ça a bien fité, mais qui m'a dit qu'il voulait, se lancer plutôt dans l'immobilier, PropTech et cetera. Un autre qui, avait un projet qui était similaire au mien, qui m'a contacté en fait, enfin similaire au ouais, un projet similaire, mais un profil assez différent parce il avait plutôt, 35 ans, il avait déjà créé sa boîte avant, qui avait marché de manière, assez moyenne, qui s'était bien développé, mais au final ils avaient, enfin la session était compliquée. Et ce qui, m'intéressait chez lui, c'était l'expérience. C'est qu'il avait déjà quand même créé une boîte, qu'il avait déjà fait des levées de fonds. Et il y avait, Antoine, où il y avait le meilleur fit, mais le fait qu'il était, encore en poste, et qu'il était jeune comme moi. Et au final, je me suis dit, je le sens plus, je le sens OK. plus avec lui. En fait, avec l'autre entrepreneur qui était plus âgé, je rejoignais une aventure, qui était un peu déjà construite, ils avaient déjà levé un peu de fonds et c'était trop compliqué de trouver ma place dedans. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'était moins mon projet, alors que c'était mon projet à la base. Et donc Antoine a démissionné, ce qui était une bonne preuve d'engagement, une prise de risque. Et donc on a créé, Goodvest comme ça. Ensuite, il y a eu 1 an pour, trouver le partenaire assureur, faire la première levée de fonds, lancer le produit et faire du marketing et obtenir les premiers préinscrits. C'était quoi le plus dur là-dedans? Parce que c'est vrai que, on peut le dire, je crois que la plupart des startups fintech françaises, qui se lancent à ces niveaux-là, il y a souvent Generali, derrière, de manière Ouais. générale, pas forcément en termes de financement, mais ils offrent des conditions assez, un peu plus, je dirais plus faciles, accessibles pour un entrepreneur qui veut lancer une fintech. Ce processus-là, j'en ai très peu parlé avec, des entrepreneurs.
c'est quoi le plus difficile, en fait? Tu vas les voir, tu cherches, quelque chose, tu vas lancer le premier produit, c'était, de l'assurance vie, si je me semble. Exactement. Comment ça se passe? Tu parles d'1 an, mais globalement, est-ce que c'est dur? Qu'est-ce qui est le plus compliqué en réalité? Tout est, tout est un peu compliqué. Trouver le partenaire assureur, c'est pas le plus dur. Moi, j'en ai contacté pas mal. Effectivement, j'en ai 2 qui ont plutôt répondu, Generali et un autre, et au final, ça l'a fait avec Generali. L'autre, était un petit peu plus prudent sur notre jeunesse, on va dire. D'accord. Ouais, Tu veux dire jeunesse de toi personnellement? Ouais, OK. ouais, exactement. Le fait qu'on n'avait pas forcément d'expérience dans le secteur, on était assez jeunes, ça les a pas. Ils nous ont dit: «Bon, venez nous voir en deuxième assureur». Donc ils n'ont pas vraiment porté le risque, contrairement à Generali. On est tombé sur une responsable des partenariats qui a vraiment cru au projet, qui était assez engagée sur le plan perso, sur le côté écologie, et donc qui a porté le projet à la direction de Generali, et donc ça l'a fait. Ça, c'était long, mais c'était pas dur. OK. C'était long parce que c'est des grands groupes qui n'ont pas la même, je connais un petit peu. pas la même agilité. Donc voilà, entre le moment où on leur parle là pour la première fois, le moment où ils te disent go, il y a 6 mois, et après entre le moment où tu lances où tu lances vraiment le projet, il y en a 6 encore, quoi. Donc ça prend un peu de temps. Ils ont des roadmaps chargés, et cetera. Ce qui était le plus compliqué, je pense, c'est je pense que la plupart des entrepreneurs vont dire ça, c'est le côté levée de fonds. T'avais besoin de lever? Ouais, on était obligé de lever des fonds parce que on est sur une activité où déjà il faut lancer le produit, et où tu as plusieurs types de business models, mais tu as des entreprises, hein, tu as des entreprises qui, lorsqu'elles signent un contrat, ont l'arrivée des fonds, le chiffre d'affaires immédiatement. Et en fait, dans le secteur du wealth, alors ça dépend parce que tu as des particularités, mais en tout cas sur l'assurance vie, la majorité de la valeur perçue par un client, elle vient dans le futur. C'est-à-dire qu'un client, il démarre en investissant chez nous 10-15 000 euros. Nous, on se rémunère sur le montant sous gestion, donc on se rémunère au fur et à mesure. Ouais. Premier revenu, on les touche au bout de quelques mois. Et le client, généralement, réinvestit. Donc, il ramène beaucoup plus en 5e année qu'en première année. Et pourtant, l'acquisition du client, tous les coûts marketing, tous les coûts des conseillers, etc., ils viennent en amont, avant que le client souscrive chez nous. Donc, il y a un peu ce besoin de full enrôlement qui a trouvé. Comment vous avez fait alors? Parce que tu parlais de jeunesse. Ouais. Tu quoi quand tu vas voir les fonds, la première fois? Qu'est-ce que tu as? Tu as un pitch deck. Ouais, Vraiment, OK. tu as un pitch deck, c'est tout. Tu as pas de alors qu'on avait quand même, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à convaincre Generali, c'est qu'on avait des préinscrits. Donc on avait quelques centaines ou peut-être 1 000-2 000 préinscrits quand on a vu les premiers business angels. D'accord. Donc on a dit: «Regardez, il y a du monde qui s'intéresse au sujet, qui est prêt à investir». Il y avait le fait que j'ai fait le master avec Association Entrepreneur qui a quand même pas mal aidé. Une fois qu'on a trouvé les premiers business angels, c'est assez simple parce qu'on leur demande de nous en présenter d'autres. Et voilà, au début, on en trouve 2-3 qui nous en présentent 2-3 chacun, et on arrive à avoir une vingtaine de business angels qui permettent de lever 400 000 euros en pré-seed. Et là, tu as été un peu en précis, tu même pas le produit, ou tu as une petite version bêta de Non, vraiment, OK. On a des C'est l'idée, là, mock-ups. ils sont venus sur l'idée. On avait des mock-ups. OK. On avait fait des mock-ups, mais voilà, c'était fake, et ils le savaient, quoi. Ça veut dire que ça marchait pas. Mais en tout cas, l'idée était là. Il y avait aussi un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, où en fait, on avait pas le partenaire assureur. Ouais, c'est ça. Et on n'avait pas les levées de fonds. Donc les investisseurs, ils voulaient le partenaire assureur, et l'assureur, il voulait qu'on ait du financement. Et donc on a fait un peu le truc, bon, regardez, voilà, on avance, on lève 100 000 euros, puis on avance avec Generali, puis ainsi de suite. Et donc c'était un peu ça. Mais la plus grosse difficulté, en fait, c'est émotionnel, en fait. C'est le fait que quand tu fais une levée de fonds, tu te prends, quand tu as de la chance et que ça fonctionne, tu te prends 25 non pour un oui. Ouais. Et donc Un processus éprouvant, quoi. Ça, c'est très éprouvant. T'en as c'est jamais facile d'avoir un non. T'en as qui mettent plus ou moins la forme pour te dire non. T'en as qui te disent que ton projet, j'y crois pas du tout, ça marchera jamais. Enfin, laisse tomber, quoi, tu vois, limite. Donc c'est dur parce que tu sors d'école, t'as à la fois ton day-to-day avec quelque chose à délivrer où tu dois montrer que t'avances, et à la fois t'as un double process, lever et continuer, ou nous, en tout cas dans mon métier, parce que je suis de l'autre côté, je dirais, de la barrière, mais en tant que VC, t'as ce double rideau, quoi. Tu dois gérer ta boîte au quotidien et tu dois gérer les attentes des investisseurs. Les noms sont souvent très brutaux. Et en fait, ça te décourage presque. Complètement, mais faut s'accrocher. Puis il y a plein d'anecdotes là-dessus, hein. Donc on a levé ces 400 000 euros. Ça nous a permis de sortir le produit. En fait, tu sors quand, du coup, en 2022, c'est ça, à peu près? Non, fin 2021. Fin On a lancé 2021. en septembre 2021 notre assurance vie.
On a atteint, pour la première année, on avait atteint 5 millions sous gestion et à peu près 500 clients. Donc ça a plutôt fait un très bon démarrage, hein. Et c'était quoi la proposition de valeur? Parce que la proposition de valeur, j'imagine qu'elle est encore la même et c'est ce qui fait Ouais. votre identité. Si tu devais la pitcher en 1 minute, quelle est la proposition sur laquelle tu attirais globalement tes premiers clients? Et ce qui changeait un petit peu, parce qu'on a parlé en off juste avant des concurrents que tu pouvais avoir, Ouais. on va pas forcément les citer, mais qu'est-ce qui changeait par rapport à leur approche à eux? Ouais. Parce que tu as eu quand même un boom, tu parlais justement de période Covid, 2021. On viendra un peu sur les tendances de marché de l'assurance vie, mais toi, c'est quoi ton prisme et l'angle un petit peu où tu vas voir tes business angels et tu leur dis, bah, moi, je suis un néo-courtier, si tu m'exprimes, Ouais, bien si tu sûr. permets de le dire, qui est différent par rapport à ce qui se propose et ce qui se fait déjà sur le marché. Alors l'approche c'était, tout début du projet, c'était investir en accord avec vos valeurs et ensuite on a fait un focus sur le côté climat et sur l'accord de Paris. Donc c'était, on était encore assez proche de l'accord de Paris à l'époque. Un peu moins maintenant? On est un peu moins à la fois en termes d'objectifs et parce que ça se réchauffe plus vite que prévu et en termes de timing parce que c'était en 2015, donc c'était il y a 10 ans. Et donc on disait: «On va lancer le premier contrat d'assurance vie qui respecte l'accord de Paris». Donc déjà qui prend en compte la trajectoire de réchauffement climatique et qui respecte les 2 degrés maximum et qui a d'autres, critères de sélection parce qu'on exclut les énergies fossiles. Donc en gros, c'était ça l'argument principal et le communiqué de presse quand on a sorti l'assurance vie, c'est Goodvest lance le premier contrat d'assurance vie, qui respecte l'accord de Paris. Et après on a continué à améliorer la méthodologie en prenant en compte la biodiversité, en ajoutant des thématiques d'investissement, en diversifiant avec d'autres produits. Donc maintenant c'est la plateforme d'investissement, qui vous permet d'investir pour vous et tout en prenant soin du climat. Donc un peu plus large, mais toujours en étant le pure player de l'investissement responsable, quoi. OK. C'était ça vraiment la première, enfin la vision que tu Ouais. avais et que tu portes toujours. C'est une belle vision. Là, si je reprends mon côté VC, Ouais. de manière traditionnelle, c'est vrai que nous aussi à l'époque, on a vu un boom, sur ces investissements socialement responsables, sur l'ESG, et cetera. Et on avait un problème sur pas mal de dossiers qu'on a pu voir et que mes collègues ont pu voir et qui m'ont raconté, c'est qu'au fond, le discours était très beau. Mmh. Je sais que tu te bats beaucoup sur les beaux discours, et cetera, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, on a eu l'impression qu'il y avait énormément de choses sur l'ESG, beaucoup de choses sur l'investissement socialement responsable, mais que ça cachait un peu, du fake derrière, tu Ouais. vois? Et que en fait, le consommateur final ou le client final dans ces produits-là, franchement, même moi qui ai des petites bases, en finance, tu te perds, quoi. Tu comprends pas, tous ces labels, tu sais pas forcément ce que ça englobe et en faisant mes recherches, parce que quand j'ai préparé cet épisode-là, à un moment donné, en faisant de l'investissement socialement responsable, tu pouvais financer Total Energy Ouais. et du coup, enfin, au final, même le consommateur final ou le client final pense que son geste est sain et bon, a un vrai impact positif sur la planète, alors qu'au final, pas du tout. La Commission européenne, l'AMF, je crois que ces dernières années ont un peu durci et ont demandé beaucoup plus de transparence. Il y a eu des déclassements de fonds, il me semble, tu le diras peut-être, Ouais, mais entre les complètement. articles 9 qui sont passés article 8, il y a eu énormément de choses. Toi, comment tu fais day one pour aller à contre-courant de ce qui se faisait réellement et surtout pour offrir vraiment une grosse transparence aux personnes qui Mmh sont mh. tes clients, quoi? Bah, en fait, nous, c'était justement notre argument de vente. C'était, parce qu'en fait, d'ailleurs les VC, tu vois, au début de l'aventure, nous ont dit: «Bon, oui, mais en fait, des fonds ISR, il y en a partout dans ma banque, il y en a et cetera». Et donc nous, notre force, c'était: «OK, nous, on crée une vraie méthodologie, on se base sur l'accord de Paris, on exclut complètement les énergies fossiles», chose que le label ISR ne faisait même pas à l'époque. Et donc effectivement, tu pouvais te retrouver avec des fonds labellisés ISR qui ont en première ligne la société à laquelle ils sont le plus exposés, Total Energies. Et là, on se dit: «Bon, il y a un petit problème, c'est pas exactement ce que cherche le client quand il veut investir de manière responsable». Et donc notre manière de se démarquer, c'était: «OK, on met de côté le label. Certes, on a beaucoup de fonds qui sont labellisés, mais c'est pas notre critère. On crée notre propre méthodologie scientifique, on est transparent dessus. Donc c'est exclusion de tous les secteurs néfastes, on exclut toutes les énergies fossiles et d'autres secteurs à impact négatif. On prend en compte les émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur, donc sur les émissions directes et indirectes, et on a un partenariat avec Carbon 4 Finance là-dessus, qui est un acteur des références indépendant qui a été cofondé par Jean-Marc Jancovici. Et après, on a d'autres critères qu'on a ajoutés au fur et à mesure. L'impact sur la biodiversité, qui est un enjeu important aussi quand on parle d'environnement et de climat. Et on a ajouté d'autres blocs, comme par exemple la politique d'engagement des sociétés de gestion. Est-ce qu'elles votent de manière active aux assemblées générales des actionnaires pour ou contre des résolutions climat? OK. Et donc c'est comme ça qu'on s'est démarqué. Oui, il y avait beaucoup de greenwashing, et c'est pour ça que les clients avaient besoin d'être orientés. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Goodvest. Et aujourd'hui, il y en a moins, Mais il y en mais a il y en a encore? toujours. OK. Ouais, il y en a toujours. Ça s'est un peu amélioré. Les fonds labellisés ISR ne peuvent plus investir dans Total Energies.
Ça a mis beaucoup de temps, hein, la réforme de la label ISR, elle a mis, plus de 3 ans. Et pourquoi? Bah, parce que, Total Energies c'est une très grosse boîte française, dans le CAC 40 qui a des bons contacts avec les ministères et les gouvernements et puis normal, ils défendent leurs intérêts et sortir des fonds labellisés ISR, c'est quand même, plusieurs milliards d'encours au sein de leur, market cap, au sein de leur capitalisation, donc c'est un enjeu important, quoi. Quand tu parles de méthodologie, concrètement, enfin, tu parles de quoi au tout début? Parce que tu Ouais. t'entoures, enfin, tu me parles d'un partenariat que tu as. Globalement, cette méthode-là, est-ce qu'elle est transparente? Est-ce que tes clients la voient? Ça se matérialise comment? Parce que moi, par exemple, je suis au-delà de la méthodologie et comment tu choisis, les fonds avec lesquels tu travailles, tu as aussi ce travail de démocratiser un langage qui peut être parfois un peu technique Bien sûr. et comment tu le rends, je dirais, simple, compréhensible et qui donne vraiment une idée de quoi l'argent des personnes qui utilisent ta solution, en tout cas ta plateforme, sert concrètement dans l'économie réelle, quoi. Mmh. Comment tu passes de cette méthodologie transparente à des KPI précis ou des choses que tu suis? Alors comment est-ce qu'on fait déjà? Nous, on rentre en contact avec beaucoup de sociétés de gestion. On récupère leur inventaire, donc qu'est-ce qui compose leur fonds, et on a, une équipe dédiée à ça qui va analyser en fait toutes les lignes, ligne après ligne qui, a effectivement on a pas mal de fournisseurs de données, donc on a Carbon 4 mais on en a un certain nombre d'autres et qui va faire un travail d'analyse quanti, et quali et vérifier que les fonds, ils passent nos critères. Ensuite la méthodologie, elle est transparente bien sûr, elle est sur le site. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au client qui a, plus ou moins de connaissances sur le sujet? En fait, c'est un petit peu, on a un peu, une méthode de communication à tiroir. Donc en fait, si tu veux pas rentrer du tout dans le détail, tu peux ouvrir ton assurance vie chez Goodvest. On t'a dit, c'est l'acteur de référence sur l'investissement vert. Bah, tu pas besoin de rentrer dans le détail, tu souscris en quelques clics et c'est pas compliqué. Et derrière, pour, celles et ceux qui veulent vraiment creuser, le sujet, que c'est un pour lesquels qui sont intéressés, qui ont envie de vérifier par eux-mêmes, et ben ils ont la possibilité de consulter la méthodologie, sur notre site, ou avec beaucoup plus de précision. Donc on s'adapte un peu au niveau du client, en fait. OK. Et justement, pourquoi, au tout début, tu décides de lancer l'assurance vie? On sait que c'est un produit que les Français, par définition, aiment beaucoup. Mmh. Notamment, on peut parler du régime fiscal, mais il y a énormément de choses qui font que c'est un produit très attractif. Pourquoi c'est la première chose, premier produit auquel vous pensez? Alors pas mal de raisons, en fait. Effectivement, premier produit d'épargne en France en termes d'encours, hein, c'est 4 fois l'encours du livret A. Donc déjà d'un côté business, pour faire plaisir aux VC, et d'un côté impact aussi parce que c'est énormément de capitaux à mobiliser. Ensuite, ce qui existait déjà en investissement responsable, en tout cas bien fait, c'était le crowdfunding et donc on s'est dit: «Bon, ça existe déjà, tu as pas mal d'acteurs qui font les choses bien, et donc inutile de créer un énième acteur là-dessus». Et l'assurance vie, effectivement, tu peux mettre, c'est pour ça que c'est un produit populaire, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc tu peux faire aussi bien de l'immobilier que du non-coté, que du côté actions, obligations. En termes d'agrément, c'était un go-to-market qui était plutôt simple pour nous parce qu'il suffisait d'être courtier, effectivement, et d'être conseiller en investissement financier et de trouver un partenaire assureur pour le faire. Donc Ça, c'était un point important pour ouais. toi? Ah OK. oui, il y a des produits qu'on n'aurait pas pu lancer, dès le début, et c'était effectivement un produit, il y a beaucoup d'enjeux parce que beaucoup d'épargne mal investie. La plupart des fonds, référencés en assurance vie investissent dans les énergies fossiles. C'est toujours le cas d'ailleurs maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce produit en OK. premier. Je voulais pas citer, des acteurs concurrents, mais on va peut-être les citer, mais tu avais des Yomoni, des Nalo, même des Mon Petit Placement dans une certaine mesure. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'au moment où tu as lancé, ta boîte, c'était déjà un peu tard ou pas? Ou alors tu t'es dit, parce que Nalo, Yomoni étaient Ouais, déjà ouais, là, ouais. est-ce que tu t'es dit: «Ah, j'aurais eu l'idée ou j'aurais eu certaines choses qui auraient fait ça, j'aurais pu prendre un avantage à ce moment-là»? Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres de tous tes concurrents, Je donc je les peux ai pas le tous. dire. Tu les as tous. Mais, est-ce que à ce moment-là, tu te dis, «Ah mince, il y a un petit momentum, Ouais. qu'on a perdu»? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si j'enchaîne, on en a parlé aussi, juste avant, c'est que, ce marché de l'assurance vie, il est colossal. Il est aussi détenu par, Ouais. 95% des banques assureurs et beaucoup ont pensé que pendant le covid, de manière générale, l'épargne, enfin, en tout cas, l'assurance vie en ligne allait vraiment avoir un gros boom, un gros décollage, du fait, du confinement. On va dire que c'est à peu près, allez, 5% du marché. J'ai pas les chiffres en tête. Peut-être que c'est un peu plus en ce moment, Ouais. mais je tire le trait, un petit peu à l'aine négative pour, pour te poser la vraie question. Quid de ces 2 questions alors? Alors, timing, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Certains acteurs ont lancé trop tôt et ça a pas fonctionné. Tu as des acteurs en tête? Ouais, bien sûr, il y en a le premier acteur qui s'est lancé s'appelait Marie Cantier.
OK. Déjà le nom, le marketing était compliqué. Ça, c'est dit au moins. Voilà, le design, enfin, tout était compliqué. C'était des techos vraiment qui avaient créé Ouais. ça et qui avaient pas forcément l'approche marketing. C'était beaucoup trop tôt pour le marché français. C'était à l'époque où les premiers robo-advisors US se lançaient et on sait que les US ont quand même, généralement un peu d'avance sur la tech, par rapport à l'Europe. Ensuite, tu as Yomoni qui arrive, enfin, tu as eu WeSave juste avant Yomoni, qui pareil s'est lancé un peu trop tôt. Ils ont été rachetés par Amundi, mais c'était pas une grosse success story. Ensuite, il y a Yomoni qui s'est lancé. Yomoni s'est sûrement lancé un peu trop tôt aussi, mais avec beaucoup de capital, hein. OK. Ils ont levé, en tout en cumulé, ils ont dû lever 50-60 millions d'euros. Donc, même s'ils ont lancé trop tôt, ils ont réussi à trouver leur place et à devenir un acteur incontournable sur l'épargne. Il y a une Allo ensuite, juste après. Donc je pense qu'ils se sont lancés un peu tôt parce qu'en fait, le marché a vraiment décollé avec le Covid, en fait. OK. Facilement. On aurait pu lancer un peu plus tôt. Si on avait lancé juste avant le Covid, ça aurait été cool, parce qu'on allait collecter pendant le Covid. Mais en réalité, ça aurait pas fait une énorme différence parce que les acteurs étaient déjà bien en place et lancer juste avant le Covid, ça fait que le temps de mettre les choses en place, tu collectes un peu plus tard, un peu après le Covid. Mon petit placement, il s'est lancé avant le Covid, et ça n'a pas changé leur histoire de s'être lancé avant ou pour nous après. Donc je pense qu'on s'est en réalité lancé plutôt au bon moment. C'est clair que je me lancerai pas maintenant. OK. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Ou alors, faut avoir vraiment une bonne différenciation sur le marché pour se lancer. Et ensuite, sur la compétition, effectivement, marché énorme, 2000 milliards d'encours sur l'assurance vie, 6000 milliards d'épargne en France. Donc, c'est un marché qui est considérable. Il ne faut pas confondre deux choses, qui est effectivement flux, donc la collecte, qui est, en fait, c'est ça notre vrai marché qu'on peut capter, et encours existant, 2000 milliards. Donc en fait, si on regarde la collecte, l'assurance vie, elle collecte, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est autour de 20-25 milliards de collecte annuelle selon les années. Et c'est là-dessus en fait que tu peux capter de l'épargne, parce qu'aujourd'hui l'assurance vie est pas vraiment transférable. Donc c'est assez compliqué, et l'épargne, c'est à la fois une qualité et un défaut pour ce marché. C'est un marché très captif. Donc une fois qu'on a de l'encours, on va le garder. Et donc, c'est super parce qu'effectivement, sur les valorisations de multiples d'encours, ça valorise extrêmement bien. Les acteurs, ils se font acheter 15-20 fois leur EBITDA, donc c'est mieux que pas mal de SaaS. De l'autre côté, effectivement, ça prend du temps avant d'atteindre une taille critique parce qu'il faut capter cet encours. Et tu disais justement que tu te lancerais pas aujourd'hui. Un de tes principaux enjeux, parce que tu parlais un peu, tu avais besoin d'un CTO, tu avais besoin de tech. Dans ce métier de néo-courtier, le plus important pour toi, tu penses que c'est quoi? C'est la communication, c'est d'être visible? Ouais. C'est ça le principal enjeu? Je pense que c'est ça. Il faut avoir le bon produit quand même, hein, mais l'acquisition, c'est le principal. Et en coût d'acquisition sur ce secteur-là, on dit souvent, quand j'ai passé le bac, tu sais, t'as les offres CIC, BNP ou Crédit Agricole qui disaient on t'ouvre, je sais pas, ta mention bien, c'est 100 €, ta mention très bien, c'est 150. Moi, je savais pas à l'époque avant de travailler dans le milieu bancaire, mais globalement, c'est le coût d'acquisition que les banques sont prêts à mettre pour acquérir un nouveau client. Sur ce marché de l'assurance, Plus, parce que ça, c'est ce qui donne en bonus. OK. Et t'as les coûts marketing. OK, donc c'est plus alors. Donc c'est plus, ouais. OK. Ah ouais. Globalement, toi, dans l'activité là, sur le néo-courtier, si tu peux donner à peu près les chiffres du secteur, ça représente quoi globalement? En fait, ça dépend vraiment. Alors déjà, ça, c'est le coût d'acquisition pour une banque traditionnelle. Ouais. C'est pas la même chose dans le secteur de l'épargne, c'est pas la même chose pour les néobanques. Et en fait, la grosse différence que tu as dans le secteur du wealth et de l'épargne avec le secteur des néobanques, c'est qu'un client peut rapporter 1000 fois plus qu'un autre client. OK. C'est-à-dire qu'un client nous, on se rémunère sur le montant sous gestion. Un client qui nous confie 1 million d'euros, il va nous rapporter 1000 fois plus qu'un client qui nous confie 1000 euros. Donc, ça paraît logique. Donc, tu es prêt à payer un coût d'acquisition bien différent. Un acteur qui vise, tu vois, je prends l'exemple de mon petit placement, qui vise, comme le nom l'indique, plutôt des placements plus petits, mais même qui... Et pour les jeunes, ils avaient démocratisé, si je fais pas trop la pub, mais autour de 100 € pour... c'est 300. Moi, j'avais ouvert chez eux, je te le dis à l'époque, pour 100 €. 100 €. Mais c'était une offre, je pense, plutôt court-terministe et qu'ils avaient fait au début.
Mais c'est ça, c'est justement, c'est la question que je veux te poser. C'est globalement, tu as cette stratégie de se dire, je passe pas par un acteur traditionnel qui est quand même reconnu, où les gens se disent inconsciemment c'est plus sûr, alors qu'en réalité ça change pas grand chose. J'aurai une meilleure gestion si je passe par un gros que si je passe par une petite startup qui peut fermer demain. C'est Ouais, aussi bien sûr. beaucoup parce que le profil de l'épargnant et le profil de personne qui ouvre l'assurance vie, même si on essaye de la rajeunir avec des solutions comme on vient de citer, le persona type qui a les moyens de mettre sur Ouais. des assurances vie, il est plutôt âgé. Bah, souvent, non, ils sont déjà équipés. Ils sont déjà équipés. Ceux qui Ouais. sont plus Donc tu âgés. vas Donc pas les capter, toi, alors. ouais, non, on en capte, hein, bien sûr que si, mais surtout parce qu'on a cette différenciation impact et donc ils ont souvent déjà équipé, mais ils veulent verdir leur épargne. Ok. Et donc ils viennent chez nous pour ces raisons-là. Et en fait, le cœur de notre cible, c'est les trentenaires. Ok. Parce qu'effectivement, ils commencent à avoir les moyens d'investir. Et en dessous, voilà, c'est des personnes qui veulent peut-être s'amuser, Ouais. mais qui sont pas encore dans une démarche patrimoniale où bon, il faut que je prépare, faut que je mette de côté pour mes enfants, pour faire un achat immobilier, etc. Et chez toi, ça, tu peux ouvrir à partir de quel montant le contrat? Ça dépend des produits. Ok. 300 € grosso modo pour une assurance vie. Ok. Donc c'est assez accessible, mais on a un ticket moyen initial qui est plutôt autour de 15 000 €. D'accord. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes tickets que d'autres acteurs qui visent plus les encore plus jeunes, on va dire. Et donc nous, on a un coût d'acquisition qui est très bon sur le secteur, mais voilà, pour te donner un ordre d'idée, les coûts d'acquisition les plus bas sur la fintech, néobanque, généralement, c'est 30, 40, 50 €. Et les banques privées, des Edmond de Rothschild, etc., sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour l'acquisition d'un client parce que c'est des Il en gros rapporte clients. plus. Ok. Donc c'est assez large sur le secteur. Je dirais que les acteurs digitaux du style Goodvest, Centrale de Secret ou nos concurrents, les coûts d'acquisition, ils sont généralement entre 100, 150 € et 400 €. D'accord, non, très clair. Et justement, on parlait un petit peu de ton persona type de personne. Nous qui avons regardé à l'époque, et même moi, pas mal de fintech, modèle néobanque, même français, on avait ce cycle-là, parce que c'est vrai que l'assurance vie, c'est souvent quelque chose de transmission, c'est pour des projets. C'est de se dire, coût d'acquisition versus les gens qui sont prêts à faire sauter avant le délai, je dirais, permet d'être exonéré de certaines cotisations charges, on va dire. Comment tu arrives à fidéliser une clientèle qui est trentenaire, plutôt jeune, qui parfois à Paris n'est pas forcément propriétaire et que tu arriverais peut-être pas forcément à garder, tu vois, aussi longtemps que quelqu'un qui a la cinquantaine, la soixantaine, ouvre son contrat et qui est dans une logique de succession. Est-ce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour vos modèles à vous, au sens large, de vraiment faire gaffe, d'être très attentif au service client que tu vas leur fournir pour éviter, je dirais, on va parler pas de churn, mais de fermeture de Ouais, contrat sur ça? c'est du churn, hein, Ouais, c'est mais ça, c'est quoi la clé? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est pas du tout ouais, la norme? ça arrive, c'est assez rare. OK. Le churn, il est beaucoup plus bas que dans une néobanque, par exemple. Ouais. L'épargne, c'est vraiment le produit long terme, mais quand tu ouvres une assurance vie, généralement, tu la gardes pas mal de temps. On a des clients qui sortent, hein, parce qu'ils achètent une résidence principale. Généralement, nous, ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on leur conseille de faire, c'est de racheter une partie de leur contrat. Et donc, très souvent, on arrive à les garder. Et c'est juste qu'ils vont investir au début 10 000 €, ça va monter à 50 000 €. Puis, ils vont faire un achat immobilier, ça va redescendre à 10 000, puis ça va remonter progressivement. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais grosso modo, le churn, il est très, très bas. C'est à peu près 0,3% par mois. Donc c'est voire moins. Il y a des mois où c'est moins que ça. Donc c'est presque pas un sujet dans notre industrie, mais bien sûr, on a un service client qui est très qualitatif, et ça serait plus si on n'avait pas un bon service client, des bons produits, etc. Ouais. Je voulais te poser une question justement un peu dans la continuité. C'est vrai que la première chose que j'ai fait quand on a organisé un petit peu ce call, et que j'ai regardé, je suis allé sur l'App Store et j'ai essayé de mettre Goodvest et je vous ai pas trouvé. Pourquoi ce choix-là, de passer uniquement par un site web plutôt que d'avoir son application sur l'App Store? Quel est le rationnel en fait derrière ce choix-là? En fait, la plupart des assurances vie, elles sont ouvertes sur le web, sur desktop, en fait, parce que tu as besoin d'avoir tes documents, ça prend un peu de temps, etc. Et sur mobile, c'est quand même assez énervant de faire des formulaires sur mobile. Donc on s'est dit, on priorise d'abord la plateforme web, et c'est aussi en étudiant la concurrence, on a vu que tout le monde avait une plateforme web, il n'y en a en final qu'une partie qui ont des applications. Et on s'est dit, bon, l'application, on la fera plus tard. Ça va être ça va Ça sortir va un jour? arriver, Ah, ça va arriver, ça va OK. arriver parce que c'est une demande des clients quand même. OK. Même si aujourd'hui tu
tu peux mettre un raccourci sur ton écran d'accueil et c'est totalement responsive, donc c'est comme si c'était une application. En réalité, ça nous permet de mettre des notifications en plus, pour l'identification, la connexion, c'est quand même un peu plus pratique, un peu plus rapide, donc on va le faire. Mais en fait, on s'est dit, tout simplement, on va pas prioriser ça parce que lancer un nouveau produit, ça, c'est plus une demande des clients qu'une application mobile et ça nous apporte beaucoup plus de business parce qu'une application mobile, ça va un peu augmenter la satisfaction client. C'est pas un vrai canal d'acquisition, donc ça va pas changer le business, quoi. Donc on se dit, pour lancer une application mobile, il faut que la valeur ajoutée que ça crée en termes de satisfaction client soit quand même sur un grand nombre de clients pour que ça rentabilise l'investissement de se dire on fait une application. Parce que c'est vrai que moi, j'avais en tête que construire une application de ce type-là, c'était quand même relativement onéreux. Et donc, c'est toujours le choix un peu stratégique qu'on a, nous, quand on voit des boîtes, de se dire, bon, est-ce qu'on fait l'app ou est-ce qu'on la fait pas? Et c'est vraiment une question assez ouverte que je voulais te poser parce que c'est un des premiers réflexes, retour que j'ai fait. Je me suis dit, Ouais. hop, je vais aller voir, est-ce que je peux télécharger l'application, bidouiller 2-3 trucs et voir si c'était possible. Non, mais très, très clair. J'espère que tu es allé sur le site après, du coup, Ouais, je suis allé sur le pour site, non, mais je suis regarder. allé voir sur le site quand même. Je suis allé sur le site, en toute honnêteté, j'y suis allé. Mais j'ai regardé quand même pour Ouais, bien sûr. l'application. Si j'avais d'autres questions, parce que c'est vrai que tu as commencé par l'assurance vie, mais en réalité, il y a énormément d'autres produits que tu peux lancer. Comment tu fais, comment dire, le parallèle entre un développement où tu vas essayer de capter une bonne partie sur l'assurance vie et le moment où tu vas te dire, OK, il faut que j'ouvre un autre produit, donc aussi bien le choisir parce qu'il faut que ça réponde à un certain besoin, et toujours rester dans cette stratégie de coût d'acquisition. C'est-à-dire, déjà, il faut que Goodvest soit connu, il faut que j'arrive à attirer des gens sur le produit, sur un premier produit, et ensuite, il faut que j'attire des gens sur un second produit. Comment tu as essayé de mettre ça en place et à quel moment, en fait, du développement, c'est arrivé ça? Ça arrivait assez tôt. On a lancé le deuxième produit, c'était l'assurance vie Kids. Donc Ah oui, c'est c'est pour vrai. permettre aux parents d'investir et on l'a sorti un peu plus d'un an après. Tu l'as toujours ce produit-là? Ouais, bien sûr, hein, tous les produits, existent toujours. En fait, on fait une sorte de matrice pour regarder, OK, quel business ça peut apporter, quelle est la complexité, est-ce que c'est un produit d'acquisition, est-ce que c'est un produit de cross-sell? L'assurance du mineur, on pensait que c'était simple parce qu'on s'est dit: «On a déjà la version majeure, donc il suffit de l'adapter aux mineurs». En fait, c'était, un peu un cauchemar parce qu'en fait, tu as 2 représentants légaux, donc tu as les 2 parents qui doivent investir. Du coup, il faut 2 signatures électroniques. Enfin, c'était un peu C'est compliqué. compliqué pour l'ouverture Pour ou nous. pour vous? Pour nous, c'était compliqué à gérer. OK. On a fait en sorte que ce soit simple pour les parents, même si au début, les premiers clients qui ont testé le produit, bah, il y avait des bugs, quoi. Donc ça a mis un peu de temps. Ensuite, on a sorti le plan d'épargne retraite. Super produit parce que réforme des retraites en France, gros enjeu, des retraites, Et sujet aussi d'abattement fiscal, exactement, réduction fiscale, donc c'est les Français adorent. Et pour nous, super produit parce que durée de détention des PER extrêmement longue, pratiquement pas de churn parce que c'est bloqué jusqu'à la retraite, hors cas de déblocage, hors cas de spécifique. déblocage, exactement anticipé. On a fait le PER ensuite. Ensuite, on a sorti un livret parce qu'on n'avait pas de produit à capital garanti. Il y a pas de fonds en euros, il y avait pas de fonds en euros à l'époque, qui excluait les énergies fossiles et donc on a sorti un livret. On a pris du temps parce qu'il fallait qu'on trouve une banque qui était OK de faire un livret durable, avec nous et on l'a trouvé au bout de 3 ans. OK. Et Tu peux dire qui c'est? CFCAL, OK. qui est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Donc c'est un livret qui finance, la rénovation des bâtiments et la construction de bâtiments, qui sont durables. Donc on a fait ça avec eux et là Donc à on a chaque fois, tu dois trouver un partenaire. ouais. Tu lances un produit, tu trouves un partenaire. Donc au final, le plus dur, c'est quoi? C'est le partenaire? C'est pas de trouver le partenaire le plus dur, c'est de développer le produit avec le partenaire qui a à chaque fois des méthodes des manières de fonctionner qui sont différentes, une tech différente et derrière, c'est de faire de ce produit un succès commercial. OK. Plus ça avance, plus c'est simple parce que plus la base client est grosse et plus on cross-sell aussi nos clients. Là, aujourd'hui, on a plus de 20% de nos clients qui ont au moins 2 produits chez Goodvest et donc dès qu'on lance un produit, ça fonctionne et donc voilà, là, l'enjeu, c'est est-ce que c'est un produit qui répond à des besoins? Est-ce que c'est un produit où on peut faire de l'impact, qui n'existe pas chez les concurrents? Et voilà. Quand tu lances tous ces produits-là, au-delà de ça, est-ce que tu as toujours une stratégie derrière la tête? C'est-à-dire que là, j'ai vu l'offre, comment ça a été étoffé sur le site. Ouais. Comment tu fais pour pas non plus perdre trop les clients? Je sais pas, au début, tu es peut-être cantonné où les gens ils se disent: «Ah mais avec Goodvest, je fais de l'assurance vie». Mmh mh. Donc comment tu arrives justement? Est-ce que tu as des partenaires qui justement avec qui tu bosses? Je sais pas, des CGP,
Comment ça fonctionne en fait pour créer un vrai écosystème? Au début, tu commences dans un marché qui est gros, mais sur une niche. Tu m'excuses du terme, mais sur l'assurance vie. Comment tu fais pour que dans la tête, en fait, Goodvest, ce soit pas forcément assurance vie à impact, mais vraiment l'investissement à impact, quasiment sur toutes les classes d'actifs. Enfin, je sais pas si c'est ton Ouais. objectif premier, mais et ça change aussi l'image du projet et la manière dont tu vas devoir communiquer et dont tu vas devoir monter à la fois en compétences, je dirais, tes équipes, parce qu'il va falloir peut-être des profils différents. Je sais pas comment ça fonctionne réellement chez toi, mais ça demande aussi quand même une stratégie assez réfléchie à chaque fois que tu ouvres un nouveau produit, j'imagine. Ouais, complètement. Alors, on se distribue beaucoup en direct. On a des partenariats de distribution. On travaille avec des cabinets de gestion de patrimoine. On travaille avec des néobanques comme Helios, par exemple. Mais Et le avec gros, United maintenant, ouais, ouais, c'est exactement. Qui ça. est racheté par United, donc United va nous distribuer aussi. C'est la majorité du business reste du direct. C'est un peu comme ça que marche le secteur. Et comment est-ce qu'on fait pour pas perdre les clients? En réalité, tu as une bonne partie des clients qui sait déjà ce qu'elle recherche. Et donc, en fait, si tu as plus de produits, tu réponds à plus de demandes différentes et donc tu as plus de chances, in fine, d'ouvrir un contrat chez Goodvest. Et tu as des clients qui savent pas ce qu'ils veulent, mais souvent, ils sont éligibles qu'à une partie des produits. Il n'y a qu'une partie des produits qui répondent à leurs besoins. Et on a une équipe de conseillers qui est là. Et tu as plus de 40% des clients qui passent par un rendez-vous conseiller avant de souscrire. D'accord. Donc un Donc, ils se conseiller font qui est chez orienter. vous, hein, on est Ouais. d'accord, ouais. Donc, Et ils donc se là, font... c'est quoi le principal critère que tu regardes quand vous recevez un appel, vous bookez un rendez-vous client? Ouais. La proposition de valeur, c'est l'impact, c'est l'environnement. Toi, ce qui est important pour toi, c'est que la personne qui va souscrire à un contrat, va devenir votre client d'une manière ou d'une autre, soit alignée avec ses valeurs. Enfin, c'est quoi en fait pour vous la mission où vous dites ok, le client a bien compris ce que je lui vends, ce qu'il a à l'intérieur, c'est ce qui lui convient. Moi, souvent, quand j'ai entendu investissement socialement responsable, j'avais à la fois l'impression de faire un très bon geste pour le futur, pour l'environnement, mais à la fois, j'avais l'impression que si je faisais ça, j'avais une concession à faire sur le rendement de mon investissement, très souvent. Ouais. Parce que j'ai aussi un contrat d'assurance vie et pendant longtemps, j'avais l'impression que tout ce qui était investissement socialement responsable avait un rendement pas ouf, si je le dis dans mes mots. Et du coup, est-ce que ça, c'est une question que tu as en disant, mais en fait, ouais, j'ai envie de concilier impact, mais je veux concilier rendement. C'est d'ailleurs ça, la définition de l'investissement socialement responsable, c'est concilier à la fois le rendement et l'impact, c'est la définition. Mais souvent, on a des produits qui, à première vue, sont moins performants. Ah bah, c'est une idée reçue parce qu'en plus, les études montrent que c'est pas le cas. Mais est-ce que cette idée reçue, beaucoup T'es de pas le gens seul. l'ont? Ok. Non, t'es pas le seul. Je sais pas d'où elle vient. On a l'impression que quand on fait le bien, bah, il y a voilà, en fait, quand on achète du bio, on se dit c'est plus cher. Donc mais est-ce que les marques qui font du bio gagnent moins? Pas forcément. Sur l'investissement responsable, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et plus l'horizon d'investissement est long, plus l'investissement responsable aura tendance à surperformer. Donc, tu as des périodes, comme tout, où ça performe moins bien. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend des secteurs aussi. Mais nous, le message qu'on passe à nos clients, c'est vous investissez chez Goodvest plutôt pour du moyen-long terme. Et donc, vous ne perdrez pas, a priori, de rendement en investissant de manière durable et au contraire, vous évitez des risques environnementaux, sociaux. Et les boîtes qui ont beaucoup de controverses, généralement, ont tendance à moins performer sur le long terme. Donc ça, c'est un peu le sujet. Et en fait, sur le court terme, parce que maintenant, on est des placements court terme aussi. Ok. Le rendement, de quel type, c'est quoi? C'est des livrets, par exemple. Ok. Le rendement, il est connu d'avance. Et là, par exemple, actuellement, on a le meilleur taux sur le marché pour un livret d'épargne hors livret A, LDDS. Et donc, on peut prouver par A plus B que le rendement, il est meilleur, il est le même ou meilleur qu'ailleurs, quoi. Tu as parlé beaucoup t'as parlé un peu de profil de clients que tu pouvais avoir. Aujourd'hui, en plus, on est en plein débat en ce moment parce que il y a les situations on a parlé beaucoup de retraite ces derniers mois, même ces dernières années, du changement de la manière de cotiser, de passer par un système de répartition, le système par capitalisation. Ouais. Toi qui a une vue globalement sur la manière dont les gens gèrent leur épargne en France, comment tu qualifierais le comportement des Français avec leur épargne? On dit souvent qu'il y a trop d'argent qui donne sur les comptes courants, Ouais. que le livret A, en fait, c'est bien, mais en fait, on perd de l'argent parce que l'inflation est supérieure au taux du livret A. Donc en fait, notre argent se consume, on dirait à notre insu, et ça, pas beaucoup de gens en réalité sont au courant de ça. Moi, honnêtement, je pense que tu vois, dans ma famille, si je veux voir ma grand-mère, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment en phase avec ça, parce que c'est le sujet aussi de l'éducation financière,
de la mentalité et de la manière dont les Français ont un rapport à l'argent. Toi, dans ton activité au quotidien, tu vois à peu près des personas assez différents, tu vois leur manière d'épargner, tu connais normalement peut-être les revenus des gens, parce qu'ils sont censés normalement, je pense, On connaît beaucoup de choses, ouais, bien déclarer. sûr. Donc en fait, tu connais beaucoup de choses des gens. Comment tu qualifierais les Français et leur rapport à l'argent? Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement l'éducation financière en France est très faible, très basse. On n'apprend pas les bases, ni de gérer un budget, ni de comment, investir, dans l'éducation, c'est problématique. C'est pas le cas dans d'autres pays. Ce qui fait qu'il y a une aversion au risque importante, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, et ben, on a peur. On a peur de la nouveauté, et donc ce qui fait que les Français épargnent beaucoup, mais investissent peu. C'est très problématique. Déjà pour effectivement, leur pouvoir d'achat, leur retraite, parce que cet argent ne travaille pas, et fonds, surtout s'il reste sur des comptes courants. Et c'est problématique pour plein d'autres choses en France. C'est qu'on a un système de retraite qui est totalement défaillant et qui va droit dans le mur. Et c'est écrit, si on change pas les choses, ça va péter. Donc c'est ça le sujet. J'avais un troisième point Que tu as oublié, qui va c'est me pas grave, revenir. hein, il peut te revenir. Qui va me revenir. Mais donc voilà, ce qu'on observe, c'est peu de connaissances, peu d'investissement. Et le troisième problème, c'est que ça finance pas l'économie du coup. Les fonds de pension américains, ils injectent énormément d'argent dans le private equity, ce qui fait qu'on a des très très grosses boîtes aux US, parce que c'est simple de lever des fonds aux US. En France, t'as pas de boîtes qui ont fait lever de lever de plus d'1 milliard avec des investisseurs français, voire européens. Ouais, c'est le cas. Systématiquement, tu as des investisseurs américains quand tu as des grosses levées de fonds. C'est clair. Non, mais on l'a observé. D'ailleurs, si on prend l'exemple français de Mistral, Ouais. je crois qu'ils sont en train de prévoir un méga round, là, mais qui n'est pas encore annoncé, il me semble. Ouais, je crois que c'est même une IPO, je crois. Ouais, ou en tout cas, c'était plus d'1 milliard, j'avais ouais, en ouais, tête. C'est vrai que les investisseurs lead ne sont pas des investisseurs européens, il me semble, sur la dernière levée de fonds. En tout cas, il y a des investisseurs européens, mais c'est pas eux qui apportent significativement un peu plus d'argent. C'est un sujet qu'on a vu aussi au UK, parce que pendant un temps, UK était très en vogue sur les fintech. Ouais. Mais par définition, parce que le système a T'as quand même eu favorisé, Revolut, etc. t'as eu quand même Revolut, mais ouais. ce système a favorisé, je dirais, l'émergence de fintech. Donc ça, c'est hyper clair, et t'as totalement raison. Mais toi aussi, dans cette équation-là, en tant que néo-courtier, quelqu'un qui justement commercialise ce type de produit-là, quel est ton rôle? Est-ce que tu sens que tu as un rôle à jouer dans cette éducation? Je suis pas allé voir, parce que c'est vrai que maintenant, moi, bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'écart, parce que tu vois, j'ai 25 ans, mais moi, je suis pas trop la génération TikTok, mais j'ai quand même TikTok, et je crois que je suis devenu un peu addict à TikTok de manière large. Est-ce que vous lancez des initiatives, je sais pas, un média où vous communiquez sur énormément de choses? Je sais qu'il y a beaucoup de fintech qui le font, et je pense que c'est aussi un bon canal d'acquisition pour vous. Exactement. Quelle est ta vision sur ça, sur ton rôle à jouer sur l'acquisition, puisque d'un côté, en fait, le système éducatif ne bouge pas vraiment sur ces sujets-là, donc tu as un relais potentiellement à prendre, mais qui est une opportunité business pour toi, quoi. Complètement. Je pense que c'est la principale opportunité d'acquisition, effectivement, c'est de faire du contenu pour faire de l'éducation financière. Et c'est comme ça qu'on fait une grosse partie de l'acquisition. Donc, on est très actif sur les réseaux sociaux. On a des newsletters, une chaîne YouTube. On fait beaucoup de contenu de blog, donc ce qui fait qu'on sort bien en SEO. Donc le SEO n'est pas encore mort, parce que là, on parle beaucoup, tu sais, avec l'arrivée de ChatGPT, d'être bien référencé sur les modèles d'IA. Il va pas mourir, parce qu'en fait, l'IA s'appuie sur le contenu qui existe sur le web. Sur le web, ouais. Donc certes, ça n'amènera pas forcément autant de trafic, parce que c'est l'IA qui va récupérer le trafic. Il va falloir trouver un moyen derrière de récupérer le trafic de l'IA. Mais non, le SEO est pas mort. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on voit, on a un trafic SEO qui augmente tous les mois, donc pour l'instant, on est bon. On parlait un petit peu aussi, je te demandais ça avant, parce que bon, si je reprends ma casquette de VC, mais tu as évoqué plusieurs levées de fonds. Donc on a parlé un peu des types de produits que tu avais, de la manière dont tu voyais tout ce que tu as fait. Tu as dit que c'était primordial pour toi de lever des fonds. Quand on voit le marché, on parlait 95% détenus par les banques assureurs, des néo-courtiers qui arrivent avec des sommes sous gestion qui sont montées crescendo. Tu nous diras peut-être, je crois que je vais communiquer, parce que on utilise, je lis les newsletters, et des fois tu as des chiffres qui sont publiés sur ce que vous avez en asset under management, mais tu me confirmeras ce que vous avez. Mais globalement, tu as toujours ces géants de l'assurance et des néo-courtiers qui arrivent. Les gros vont te dire les néos représentent pas grand-chose en termes de part de marché, mais on voit que là, ces dernières années, même ces derniers mois, que beaucoup d'acteurs comme toi se rapprochent ou ont dans leur table de capitalisation
des acteurs qui, à terme, pourraient être des acteurs auxquels s'adosser ou être achetés. Comment tu vois, je dirais, parce que tu as commencé, on avait parlé un peu, et je t'ai un peu charrié sur ça, mais d'avoir commencé un petit peu tard. Comment tu vois l'évolution des mentalités des gros acteurs Ouais. qui se sont dit: «Ah là, il y a des petits gars qui se lancent, qui sont néo-courtiers, qui captent une partie du marché, mais bon, voilà, ça représente pas forcément, une menace à l'heure actuelle». Comment tu as vu, en fait, leur regard sur, les petits néo-courtiers et qui commencent à prendre, allez, une partie encore modeste du marché? Comment tu as vu Alors ce milieu-là? ils ont tous une, enfin il y a beaucoup de stratégies différentes. OK. Tu les as observés, toi? Ouais, bien sûr. Historiquement, il y avait, Generali qui s'est lancé pratiquement en premier sur l'assurance du digital, parce qu'ils avaient un modèle partenariat. Donc Generali, aujourd'hui, se distribue peu en direct, ils se distribuent beaucoup avec, des cabinets de gestion de patrimoine, des agents généraux, mais qui sont en fait des indépendants, ou des partenaires internet, et aussi quelques banques. Mais ils ont un modèle très, voilà, multicanal de distribution et donc ils ont assez vite, saisi l'opportunité d'internet. Ils ont vu que ça marchait bien. Ils ont, lancé, Boursorama, ING et cetera. Donc ça, ils ont capté une très grosse part du marché internet. D'autres, aussi, comme, Suravenir. Tu en as d'autres qui sont lancés, un peu plus tard. Aujourd'hui, tu as, voilà, 4-5 qui sont actifs sur internet et les autres, se rendent compte qu'effectivement la part de la collecte internet grandit très, très vite. Il y a une autre pression qui est en général le digital, pas uniquement sur l'épargne et tu as aujourd'hui tu as les banques sont inquiètes, quoi. C'est-à-dire qu'elles perdent des clients. Elles ont un churn, qui est supérieur à la création de comptes, parce qu'elles sont sous pression par, des néobanques, par les acteurs digitaux et donc elles doivent rattraper le sujet et une des manières de le faire, c'est soit de nouer des partenariats, soit encore plus vite de racheter des acteurs. Tu as eu des acquisitions, comme ça, récemment et là, aujourd'hui, pratiquement tous les assureurs sont en train de soit lancer des partenariats, soit de faire des acquisitions parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment nécessaire pour leur survie sur le moyen long terme. OK. Tout le monde passe sur internet, quoi. Toi, tu vois comment, toi, justement? Parce qu'on parlait, tu as un statut un peu particulier, tu es néo-courtier, donc tu passes par des partenaires pour, lancer ces produits-là. Tu as dit que ça avait été un enjeu de facilité au tout début, de pouvoir lancer rapidement, ce Mmh que mh. j'entends totalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie ou tu as une envie de pouvoir changer? Est-ce que tu peux changer de statut déjà? Et est-ce que ça c'est un objectif à terme ou alors, tu préfères être la plateforme qui s'appuie sur des partenaires, pouvoir être agile, pouvoir, créer peut-être plus facilement, même si tu m'as dit que ça te prenait du temps? Ouais. C'est quoi ta vision un peu de Goodvest Alors sur ça? déjà les agréments, c'est des agréments en fait, Ouais. ça s'additionne, on peut en avoir plusieurs. Là aujourd'hui on en a 3: courtier en assurance, conseiller en investissement financier et IOBSP, intermédiaire en opérations, bancaires pour le livret notamment. Et en fait, on cherche à en obtenir de nouveaux pour faire d'autres choses, pour lancer d'autres produits. Ça ne veut pas du tout dire qu'on abandonne ce qu'on a actuellement et effectivement la vision, c'est de construire une plateforme, qui propose des solutions d'épargne verte en direct ou via des partenariats et après il y a des métiers qui sont très différents et voilà, on n'a pas l'objectif de devenir assureur. Et c'est quoi tu peux en parler dire plus sur Ouais. les agréments que tu vises ou tu peux pas? Bah, non, on peut pas encore en parler, mais on veut obtenir les agréments qui nous permettraient de proposer les produits qu'on n'a pas encore. OK, Donc on peut les deviner, quoi. d'accord. On parlait d'investisseurs, tu as dû lever les fonds. C'est vrai on en a un petit peu parlé. Tu as parlé un peu des adossements qui avaient lieu. Toi, de manière générale, quand tu as un investisseur qui rentre forcément au capital, tu cèdes par définition une partie de ton capital à des gens extérieurs. Comment toi, tu as choisi, de tes investisseurs, en fait? C'était quoi pour toi le critère le plus important? Est-ce que tu t'es dit, surtout pas d'assureur de mutuelle au tout début parce que, bah, je sais pas comment, on peut forcément collaborer? Ou alors tu te dis: «Non, non, mais en fait, c'est une super idée que j'en ai un». Comment a été, la manière dont tu as construit et surtout tu as levé les fonds? C'était quoi ta vraie vision sur ça? Alors, bon déjà, il faut dire la vérité, hein, c'est pas uniquement, nous qui choisissons les investisseurs, c'est aussi eux qui nous choisissent. OK, Surtout que c'est un marché, comme tu le sais, très compétitif où il y a beaucoup de startups et peu de levées de fonds, successful à la fin. Les choix qu'on a fait quand même, c'était de se dire: «On veut, des VC, en lead», donc pas des corporates ou des instituts, en investisseur principal pourquoi? pour, être totalement libre, de notre stratégie, Tu voulais et pas de que ça faire représente un point trop important, qui t'oriente sur c'est des ça, orientations stratégiques c'est ça. qu'ils avaient en tête Pour eux, pour leur intérêt plutôt que personnel les tiens, plutôt quoi. que l'intérêt de Goodvest. Donc on s'est dit: «C'est bien d'en avoir parce qu'ils ont une très bonne connaissance du marché, parce que ça peut nous aider à mener des partenariats». Ça a plein d'intérêts,
d'en avoir, mais on veut pas qu'il soit à la gouvernance de la boîte, qu'il soit actif au board. Et donc aujourd'hui, on s'est entouré d'autres VC. On a des institutionnels au capital, mais qui sont minoritaires et qui ont pas de droit de vote D'accord. au board. C'était important pour toi qu'ils aient pas le droit de vote? C'était important parce qu'il y a forcément des conflits d'intérêts qui sont évidents. On parle de lancer un nouveau produit avec un nouveau partenaire. Comment est-ce qu'on va le choisir? Quel produit on va mettre le plus en avant? Et donc c'est important d'avoir des VC qui aussi, bon, même si la principale chose qu'ils apportent, c'est quand même l'argent, ils ont aussi de l'expérience, des operating partners qui peuvent être pertinents, un réseau, une certaine agilité par rapport aux instits, et donc ils peuvent apporter d'autres choses, quoi. OK. L'épisode va bientôt toucher à sa fin. Il me semble que ça fait un peu presque 1 heure qu'on parle, même un petit peu plus. Mais j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est, aujourd'hui, Goodvest, en termes de maturité, tu te situes où? Enfin, parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, on parle beaucoup d'asset under management. C'est un peu le KPI où on se dit: «OK, Ouais. c'est comme ça que je pense les VC vous comparent aussi en d'autres termes, même s'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu». Si tu as le droit de divulguer ces chiffres-là, à Ouais, bien combien sûr. tu es, en asset under management et après le nombre de clients que ça représente? Nous, on est très transparent sur les chiffres, donc aucun problème pour en parler. Je sais pas exactement quand l'épisode va sortir, Ah, mais ouais, allez, dans un peu moins d'1 mois, on va dire. moins d'un mois, donc on aura bien dépassé le seuil des 200 millions sous gestion. Ouais. Parce que là, on est le 1er septembre et on est à 196 millions. Donc on sera à plus de 200 millions. On a collecté 17 millions au mois d'août. Donc on collecte beaucoup. Ça marche très bien. Et on est à peu près à 16 000 clients. Et c'est quoi les meilleurs mois de collecte en général? C'est pas le mois d'août normalement. OK. Et là, c'est un peu une anomalie de marché. OK. Avec la baisse du taux du livret A, il y a beaucoup de Les personnes capitaux qui sont réorientés. C'est ça. Beaucoup de gens ont investi sur des produits plus rémunérateurs. Les meilleurs mois, c'est fin d'année pour le plan d'épargne retraite, parce que c'est un produit de défiscalisation, donc les clients attendent la fin d'année pour le faire. Et tout le premier trimestre, voire un peu au-delà, pour l'assurance vie et les autres produits, parce qu'il y a des bonus qui tombent en janvier, parce que les personnes, c'est l'hiver, donc dépensent un petit peu moins. Et au contraire, la période creuse, généralement, c'est plutôt septembre-octobre, parce que c'est la période des impôts. D'accord. Voilà. Si jamais j'ai 2 questions encore, l'avant-dernière question, ce serait plutôt, toi, dans la vision que tu as de ta boîte, tu es encore CEO, je connais pas ton pourcentage de détention dans la boîte, mais c'est quoi, toi, ton objectif à terme si tu devais donner Goodvest, allez, on va dire 3-5 ans, pas que ça soit non plus trop décorrélé. C'est quoi ton objectif et là où tu te dirais, en vrai, j'ai exécuté ce à quoi je pensais quand j'ai lancé? Bah, écoute, c'est le business plan qu'on a vendu nos invests, hein, OK. donc c'est 1 milliard sous gestion fin 2027. On fait x2, faut faire x2 tous les ans en gros. À 5 ans, c'est 3 milliards, quoi. Tu te vois encore à la tête de la boîte? Ouais. OK. Non, mais ça Ouais, peut être ouais. une question, où il y a des gens qui se disent: «Bon, Bien bah, sûr, bien sûr. opérationnellement, En fait, on est une boîte où pour gérer 5 milliards, on n'a pas besoin d'être 500. OK. Donc si tu veux, on était 15 quand on gérait 20 millions. Là, on est une petite trentaine et on gère plus de 200 millions. On sera une petite cinquantaine quand on gère 1 milliard et moins de 100 à 5 milliards. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué de gérer une boîte qui gère 5 milliards et une boîte qui gère 200 millions. Donc pas forcément de revente, à un acteur, Bah écoute, pour l'instant, c'est pas prévu. OK. Non, très clair. Allez, dernière question parce que Joseph, le temps file, mais c'était hyper intéressant et c'est vrai qu'on a parlé un peu d'investissement socialement responsable, mais il y avait aussi pas mal de choses qui étaient hyper intéressantes sur, la manière dont les gens épargnent, la manière dont les gens voient ces investissements-là, surtout dans cette période, je dirais un peu plus, compliquée pour la France en général, on peut le dire. Mais la dernière question, c'est plutôt, toi, parce que c'est vrai que j'ai posé pas mal de questions et c'est plutôt moi qui ai orienté tes réponses, mais ce qui serait intéressant, c'est pour cette dernière minute que je te laisse peut-être prendre la parole sur un sujet, qui te tient à cœur, sur quelque chose que tu as envie de communiquer avec tous ceux qui nous écoutent, et pour le coup, bah là, je t'induis vraiment pas, et je te flèche pas. C'est vraiment, toi qui as le dernier mot, de ce podcast. Très clair. Bah, écoute, beaucoup d'épargnants procrastinent sur la question de leur argent, par manque de connaissances et donc peur de l'inconnu. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important, encore plus en France où on a un État qui est pas en bon état.
sur plein de points, mais aussi financièrement. On a un système des retraites qui tient pas du tout debout. On est le dernier pays en Europe qui a pas de système de retraite par capitalisation obligatoire. Donc il faut prendre son argent en main et le faire de manière alignée avec ses valeurs. C'est quand même notre argent, donc on a le droit de savoir et de choisir comment est-ce qu'il va être investi. On investit pour notre retraite, pour nos enfants, donc autant que ça contribue à un monde meilleur plutôt que ça le détériore. Et donc je dirais, c'est une bonne démarche d'écouter ce podcast. Continuez à écouter des podcasts sur le sujet, à vous renseigner. Nous, on produit énormément de contenu et il y a plein d'autres médias et d'autres acteurs qui produisent du contenu sur l'investissement et sur l'investissement responsable. Et puis, franchissez le pas. C'est mieux aujourd'hui que demain. Même en y allant petit à petit, voilà, le concept de l'argent, des intérêts composés, c'est qu'ils font des petits. Et donc, même avec une somme qui est plus faible, c'est mieux d'y aller tout de suite, quoi. Bah, merci beaucoup, Joseph, pour ces derniers mots. Très heureux de t'avoir avec moi sur ce podcast aujourd'hui et encore merci pour ta réactivité parce qu'on a pu tourner ça vraiment dans des bonnes conditions et assez rapidement. Donc, un grand merci en tout cas, Joseph, pour ta disponibilité. Merci pour l'invitation.